Bonjour et bienvenue dans Le Grand Banquet, l'émission qui parle de culture indépendante bien souvent à travers le prisme du mauvais genre, de l'étrange, du décalé ou parfois simplement des objets culturels dont j'ai trouvé pertinent de vous parler. Aujourd'hui sera consacré un Lola au rapport, journal d'actualité où je parle de ce qui m'a plu et qui vient de sortir, en termes de cinéma, séries, romans, BD, jeux de société, jeux vidéo. Ce mois-ci j'étais bien plus comblée culturellement que le mois précédent et j'avais hâte de vous parler de mes dernières trouvailles culturelles. On commence tout de suite avec le cinéma et le sublime Dans un jardin qu'on dirait éternel de Tatsushi Omori, qui raconte le chemin de vie de Noriko qui mène une vie simple avec ses parents à Yokohama au Japon. Très jeune au début du film, on la sent hésitante sur ses choix de vie à venir, en contradiction avec sa cousine Michiko qui semble sûre d'elle et déterminée. Ses parents l'encouragent par hasard à tenter l'expérience des cours de cérémonie du thé et comme à son habitude, elle se laisse porter par l'idée. Et c'est là que tout commence. Malgré une bande-annonce qui pourrait laisser paraître un film un peu niais, usant d'une dérision facile à propos de la culture traditionnelle japonaise, le film propose plutôt une introspection autour des choix de vie et de l'importance des actes, peu importe leur nature. Tout d'abord, le réalisateur reconnaît le côté risible des traditions, se moquant gentiment et sans burlesque des rites traditionnels qui peuvent paraître dérisoires aujourd'hui, avec notamment une scène d'apprentissage de pliage de la serviette en 40 étapes, j'exagère à peine, qui peuvent apparaître comme inutiles et cocasses auprès du novice. Et pourtant, à travers la découverte de nombreux protocoles, termes et saisons qui composent la cérémonie du thé, Noriko et les spectateurs apprennent l'importance de chaque chose, de prendre le temps de les aborder, et les plaisirs simples de la vie. Nous suivons en parallèle son parcours de vie et le regard du réalisateur se fait doux, sensible et subtil. Loin de survoler le sujet, Dans un jardin qu'on dirait éternel parle du bonheur du quotidien d'un ton qui m'a beaucoup ému. On continue dans un registre tout autre puisque j'ai envie de vous parler de Antebellum, réalisé par George Bunch et Christopher Renz, un thriller aux tendances horrifiques sorti il y a peu. Il s'introduit dans une Amérique du passé où les Noirs sont les esclaves des Blancs et considérés comme sous-humains. Nous suivrons alors le quotidien de jeunes prisonniers, esclaves de blancs aristocrates, qui font de leur vie une survie dans des champs de coton. Parallèlement, nous suivons Veronica Henley, représentante de la lutte des femmes noires en politique, qui vit le racisme au quotidien malgré le monde moderne. Et ces deux mondes vont se mêler malgré elle. Je ne peux pas vous en dire plus sans vous déflorer l'intrigue principale du film, si ce n'est que son twist ressemble grandement à celui du film Get Out de Jordan Peele, dans le sens où c'est la réalité du racisme, ancrée encore aujourd'hui dans notre société, qui devient l'objet horrifique. On peut également noter des plans très beaux et une lumière qui sublime les corps et les décors. Un visionnage qui m'a donc bien convaincu et qui, je pense, fera le même effet sur plus d'un dans la communauté. On termine les conseils ciné avec Lux Externa, le dernier film de Gaspard Noé. Son moyen-métrage réalisé en étroite collaboration avec Saint Laurent, puisque le film fait partie du projet Self de la maison de couture, qui vise à proposer à des artistes de dépeindre leur vision de l'intéressé. Gaspard Noé a donc choisi deux de ses égéries, Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg, pour improviser avec pour trame de départ la préparation de deux actrices, elles-mêmes, à une scène de bûcher. Le réalisateur se fait comme à son habitude oppressant, et rend ses actrices et l'ambiance qu'il dégage de leur jeu enivrante. Sans trop dévoiler l'intrigue courte du haut format, le film fait perdre la conscience du temps à ses actrices comme à son spectateur, et soudain il dégénère, autant scénaristiquement que visuellement. La lumière et les couleurs inondent en cascade épileptique la salle de cinéma comme les lieux dans le film, pour un résultat au moins puissant et saisissant. Côté série, je profite de la sortie de sa saison 3 pour vous parler de Search Party, de Sarah Violette Bliss, qui est pas très facile à pitcher, mais dont je vais tout de même tenter l'exercice. On y suit Dory, jeune femme au quotidien qui la rend lasse, entourée de son copain aimant et de ses meilleurs amis, Elliot, un gay narcissique, manipulateur et drôle, et Portia, une naïve, adorable et attachante qui tente d'être actrice. Dès le premier épisode, nous apprenons la disparition de Chantal, une ancienne camarade de classe de Dory qui ne s'était jamais intéressée à elle, et qui pourtant saisit cette occasion pour se faire détective et enquêter sur sa disparition, et ainsi remplir sa vie. Et c'est là la richesse du récit. Vécue comme une quête de sens de la part de Dory, la série va alterner trouvailles étranges et démêler à la frontière du fantastique dans des épisodes inventifs et captivants. Seul bémol, malgré une fin de saison géniale, des épisodes courts de 20 minutes et une saison qui ne fait que 10 épisodes, les deux suivantes sont plus faibles scénaristiquement. Cependant, la première saison est si chouette et la fin pouvant être pensée comme ouverte, rien ne vous empêche de vous arrêter à la fin de cette excellente saison 1 si vous êtes rassasié. On attaque la partie roman avec le génial Colin Niel et son nouveau roman noir Entre Fauves aux éditions Le Roi Gueux-Noir. Passé maître dans les intrigues où les histoires de chacun de ses protagonistes se mêlent de manière inventive, mais surtout très surprenante, avec son précédent roman Seules les bêtes, il va ce coup-ci nous introduire les personnages de Martin, garde forestier au parc national des Pyrénées, Apolline, riche et jeune chasseuse, et Konjima, éleveur de chèvres en Namibie. Canelito, un des derniers ours de la région, semble avoir complètement disparu, et pour Martin, la raison est simple et sans équivoque. Les chasseurs ont eu raison de lui. L'écriture est surprenante puisqu'elle oscille entre simplicité agréable, une connaissance des sujets réels, et une noirceur qui
transparaît quand il le souhaite. Et même si vous pensez déjà avoir saisi le chemin parcouru par ces personnages, je vous promets qu'à la fin vous serez forcément surpris et ébahi. On change de ton avec Avoue que t'en meurs d'envie de Kristen Roupenian, sorti aux éditions 10-18, qui propose des histoires aux accents burlesques et cruels. Un fil rouge entre les nouvelles, la perversité. Une perversité peu violente et pas franchement explicite, qui s'aborde ici à travers le couple et ses problématiques, l'individualité à l'intérieur du couple, et du désir qui se transforme en obsession. On suit par exemple un jeune homme et une jeune femme en couple, qui, voulant aider un ami à se sortir d'une relation amoureuse toxique, vont le convier à se réfugier chez eux, et qui vont finalement développer le goût à l'imaginer frustré, entendant leurs ébats amoureux incessants. D'autres nouvelles mêleront intrigues policières voire mystiques, déjouant les aventures amoureuses classiques, avec beaucoup de plaisir de la part de l'autrice, on le ressent, qui parle d'amour d'un œil avisé, moqueur, et parfois, je l'avoue, avec une cruauté qui me plaît beaucoup. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de jeux sur ma chaîne, jeux de société comme jeux vidéo. Je partage sur mes réseaux et en story ce à quoi je joue, mais je ne transmets ici que mes favoris. Et aujourd'hui j'en ai un dans chaque catégorie que j'ai très envie de vous présenter. Le premier, le jeu de société Dinogenix de Richard Keane, édité par Nins Haven Game et la boîte de jeux en France, qui est, comme on peut l'imaginer, un Jurassic Park en jeu de plateau. Très fan de la saga et du roman, j'avais déjà joué à Dinosaur Island qui avait le même genre de projet et qui proposait un genre de jeu de gestion de parc à dinosaures, qui singeait un peu trop à mon goût des jeux de gestion qui existaient déjà et qui ne transmettaient pas le danger ressenti dans le livre et les films de la saga. Et c'est sur ce point-là que m'a convaincu Dinogenix, qui est un jeu de pose d'ouvriers, c'est-à-dire qu'il y a différentes actions disponibles sur le plateau, actions limitées à 1, 2 ou 3 pions posés, et où les joueurs chaque tour vont utiliser leurs ouvriers, limités en nombre aussi, et tenter de prendre les actions qui les intéressent le plus avant qu'elles soient prises par les autres joueurs. Dans Dinogenix, chacun va tenter de créer le parc le plus prolifique, celui qui rapporte le plus d'argent, attire le plus de visiteurs, à différentes sortes de dinosaures. Tout ça est évidemment très bien, mais la bonne idée dans le jeu, c'est d'avoir ajouté des événements et du hasard, qui ajoutent le chaos qu'on retrouve dans le film et le livre, et qui va obliger les joueurs à parfois faire des choix dangereux, comme ne pas tout à fait bien fermer les enclos des dinosaures, et mettre en même temps les visiteurs en danger. Stratégie qui peut être gagnante, et qui dépeint à merveille le gérant du parc qui coûte que coûte veut ouvrir et veut montrer des dinosaures, peu importe les conséquences. J'ai joué à Dinogenix à 2 et 4 joueurs et les deux dispositions fonctionnent très bien. Les règles ne sont pas très bien agencées et du coup un petit peu difficiles à lire, mais le jeu trouvera son public à mon avis auprès des fans de Jurassic Park et des joueurs de jeux familiaux et stratégie un peu plus complexes. Comme pour le jeu de société, j'essaye pas mal de choses en jeu vidéo et comme je suis difficilement rassasiable, je n'ai pas toujours de jeux vidéo à vous présenter. Mais aujourd'hui est différent puisque je vais vous parler de Spiritfarer, développé par Thunder Lotus Game, un jeu où l'on incarne une passeuse d'âme qui à l'aide de son bateau va récupérer des esprits sur des îles et les amener dans l'au-delà quand ils seront prêts. Nous devons alors nous plier à leurs 4 volontés pour des choses qui peuvent paraître plus futiles comme par exemple leur plat préféré, mais surtout pour essayer de tenter d'accomplir des choses qu'ils n'ont pas eu le temps de faire quand ils étaient encore sur Terre. Mécaniquement, il ressemble à un jeu de gestion où vous devez récupérer des matériaux pour leur construire des maisons sur votre bateau, puis construire un espace pour jardiner, couper du bois, faire fondre du verre, transformer ce verre, etc., etc. Il y a une partie exploration où vous allez découvrir les îles aux alentours qui ont des designs et des histoires différentes, avec des caps à passer et des choses à débloquer. Et une fois vos objectifs atteints, vous pourrez amener l'esprit au seuil éternel pour qu'il puisse s'y reposer. Aux allures très mignonnes, notamment avec des esprits qui apparaissent sous forme d'animaux et aux traits très ronds et aux couleurs très douces, le jeu parle pourtant réellement de la mort et de la vie et a pris le temps de s'enrichir scénaristiquement avec des histoires toujours différentes et des moments de vie pas faciles et vraiment explicités et approfondis dans le jeu. Et même si globalement une très bonne humeur règne sur le bateau, les personnages peuvent tomber dans la mélancolie et le scénario rappelle de temps en temps que de toute façon ces personnes sont mortes et qu'aujourd'hui il n'y a qu'à accepter. Je pense par exemple à l'histoire d'une femme qui pense encore à son ancien amoureux et amant, qui le fera venir sur le bateau malgré les nombreuses tromperies dont elle a souffert. Son histoire ne se terminera pas du tout en happy end, les choses étant ce qu'elles sont désormais. J'ai vraiment aimé cette implication scénaristique, ce thème rarement abordé en ces termes, et sa mécanique qui n'est pas spécialement originale fonctionne pour le coup vraiment très bien. On a envie d'évoluer et de suivre ce que nous propose le jeu pendant les 35 heures de jeu qui nous sont proposées. Il peut plaire aux joueurs de jeux narratifs et aux joueurs de jeux de gestion. Et très fan des deux genres, j'ai été comblée. Nous sommes déjà à la fin de ce Lola au rapport, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, s'il y a des choses qui vous ont plu ce mois-ci en termes d'actualité, ludique, cinéma, etc. et que je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ou si vous avez d'ailleurs une quelconque remarque, je lis et je réponds avec plaisir à chaque fois. En attendant la prochaine vidéo qui sera dans 2 jeudis à 18h, vous pouvez me suivre sur mes réseaux, le Grand Banquet Lola sur Facebook et Instagram, où je poste toute la semaine des conseils culturels. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Salut!